les petites îles de la Sonde abritent des dizaines d'espèces de reptiles. Autant dire que cet archipel est un vrai paradis pour un traqueur de serpents. C'est sur les pentes de ces volcans et dans ces jungles où personne ne s'aventure que j'espère débusquer des pitons, des crotales ou des lézards volants. Mais mon plus grand défi sera de capturer un dragon géant de Komodo, un redoutable carnivore qui n'hésite pas à s'attaquer aux hommes. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe, seul avec 26 kg de matériel sur le dos pour traquer les serpents, les lézards ou les amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. La première étape de cette expédition, l'île de Flores, située en Indonésie au large du Timor oriental. À Flores, il y a de la forêt sèche, de la forêt humide, de la mangrove. C'est plein de biotopes différents et c'est parfait pour mes recherches. Je suis accueilli par la pluie. Alors, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est bien pour les grenouilles et les serpents, ça les fait sortir. Et voilà une grenouille. C'est une petite prise, mais elle est de bon augure pour la suite. C'est la fin de la saison des pluies. Durant cette période, les averses sont moins fréquentes et de courte durée. Je me dirige vers l'est de Flores, loin des villages côtiers où les reptiles ont été chassés. Avec mon studio photo sur le dos, il me faudra une bonne journée de marche pour atteindre ces lieux reculés. Cette zone montagneuse, envahie par la jungle, est truffée de cachettes où les serpents peuvent se réfugier. Dans ce genre de cavité, on peut trouver de gros reptiles friands de chauves-souris. Je m'enfonce dans les fientes de chauve-souris. L'odeur est insupportable. C'est immonde. Ici, il y a des restes d'un nid de python. C'est très rare, j'en ai jamais trouvé avant. Là, il y a quelques œufs, mais à la base, il devait y en avoir une cinquantaine. En plus de marcher dedans, on est sous une pluie de déjection de chauve-souris. C'est immonde. L'air devient irrespirable. Je vais devoir faire demi-tour. Cette eau dégage des gaz très toxiques, surtout au fond de la grotte où l'air ne circule pas. Malheureusement, il n'y a aucune trace des petits pitons. Et là, je n'ai qu'une envie, trouver un endroit où me laver. Oh le bonheur! Pour explorer cette zone, je n'ai pas besoin de tout mon matériel.
C'est un crotale des bambous. Normalement, on les trouve pas en journée. C'est rare. Là, à la forme de la tête, c'est un mâle. Il est magnifique. Je vais l'attraper. On va y aller avec le crochet parce que c'est dangereux. Son venin est très toxique, pas mortel, mais il vous emmène directement à l'hôpital. Alors en fait, je lui caresse la queue, ça le stimule pour rentrer dans le sac, car la queue c'est une partie vulnérable chez le serpent. Alors on l'embête un peu, comme ça il va rentrer sa queue tout seul. Voilà. J'ai récupéré mes affaires. Je vais pouvoir installer mon bivouac près des mangroves car elles grouillent de vie après le coucher du soleil. Et voilà, une moustiquaire, une toile pour la pluie, et je suis paré pour la nuit. C'est le bon moment pour aller chercher les espèces nocturnes. Et puis, il y a certaines espèces diurnes qui dorment. J'aurai peut-être plus de chances de les attraper qu'en journée. Ici, dans la mangrove, il n'y a pas énormément d'espèces. Par contre, on les trouve en quantité. Un serpent. Cerberus rhynchops, serpent à tête de chien. C'est un petit serpent de la famille des Omalopsidés, ce qui veut dire que c'est un serpent aquatique qui est opistoglyphe. Il a des crochets à venin positionnés à l'arrière de la bouche, ce qui lui permet d'inoculer le venin uniquement quand il avale la proie. Je le mets dans un sac. Un lycodon? Oh, il est magnifique. C'est le premier que je trouve en Indonésie. C'est génial. Ils sont souvent sur la défensive, voire agressifs, mais celui-ci n'essaie même pas de mordre. Chacun dans son sac pour passer une nuit bien à l'abri. Là, l'idée, c'est de bien dégager le terrain. Si un lézard s'échappe, j'aurai plus de chances de le rattraper.
Voici une grenouille des mangroves, donc c'est Fejarvaria cancrivora, qui a la particularité de résister à l'eau avec une salinité élevée. Donc on la trouve hors des mangroves et des fois un petit peu dans les terres. Des fois il faut la laver plusieurs fois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la grenouille n'est pas la femelle du crapaud. En général, on va dire que le crapaud a une peau plus sèche et verruqueuse, alors que la grenouille a une peau plus humide parce qu'elle produit un mucus. Si le crapaud se contente de marcher, la grenouille est équipée de pattes plus longues qui lui permettent de bondir. Je vais devoir la surveiller pour ne pas qu'elle s'échappe. Pour apparaître dans l'encyclopédie, chaque espèce doit être photographiée sous 4 angles. De face, de côté, de dessus et surtout de dessous. L'ensemble des 4 clichés constitue une planche. Je vais pouvoir la relâcher ce soir. Après une bonne séance photo, retour à la case départ. Ah, il est un peu taquin. Il va me mordre. J'utilise une toile pour le calmer. Il se croit à l'abri. Il va pouvoir se détendre et je vais pouvoir faire ma photo. Les lycodons vivent en général dans des habitats secs. Et ils se nourrissent a priori de lézards et de batraciens. Mais il n'y a pas d'études poussées qui ont été faites sur eux. Donc on a encore de belles lacunes scientifiques à propos de cette espèce. Impeccable. Je vais faire le gros plan de la tête. Là, on va le retourner pour pouvoir faire la photo des écailles ventrales. Et ben voilà, une planche de plus pour l'encyclopédie. Là, c'est le crotal des bambous, Trimeresurus insularis. Il faut le positionner correctement pour la photo. Voilà, c'est magnifique en 8, très bien. Il a une belle couleur verte avec la queue rouge. Et quand ils sont énervés, ils peuvent agiter la queue rouge pour distraire les prédateurs. Au total, il existe 50 espèces de crotales des bambous. Grâce aux photos, on peut voir de près les écailles labiales, ainsi que les écailles ventrales qui correspondent au nombre de vertèbres. C'est comme ça que l'on identifie un spécimen. Bah voilà, c'est parfait. Il y a un dimorphisme assez important, assez marqué chez ces espèces.
Celui-ci est un mâle, donc il est plus petit que sa femelle. Pour leur taille, ils ont des grands crochets à venin parce qu'ils sont solénoglyphes. Solénoglyphe veut dire qu'ils ont les crochets à l'avant de la bouche et qu'ils sont mobiles, rétractables. Donc bouche fermée, ils sont à l'horizontale. Les crochets à venin poussent en permanence. Quand il en perd un, il y en a un autre qui vient le remplacer. C'est le moment du relâcher, il a été patient. Je poursuis mon chemin vers l'est. Dans ces montagnes se trouve une grotte que les habitants ont baptisée Istana Ular, le palais aux serpents. Autant dire un petit paradis pour moi. Il va falloir que je descende la rivière. Ça va pas être facile. Istana Ular se trouve sur un versant plutôt abrupt. Mais pour l'atteindre, il vaut mieux progresser le long des cours d'eau. C'est moins fatigant que de monter et descendre ces montagnes. Ça y est, on y est. J'espère bien que le palais aux serpents va tenir toutes ses promesses. Juste là derrière, il y a une grotte. Qui dit grotte dit chauve-souris. Qui dit chauve-souris dit potentiellement serpent. Parce que ce sont leurs prédateurs naturels. Mais pour en être sûr, il faut que j'attende la tombée de la nuit. Ça commence à sortir, on va attendre encore un peu. C'est le moment d'y aller. Les chauves-souris se sont installées au fond de la grotte pour échapper aux prédateurs. Un endroit pas vraiment accueillant. C'est le paradis des blattes, mais c'est l'enfer pour nous. Un python! Waouh! Regarde-moi cette beauté! Voilà ce qu'on est venu chercher. C'est un jeune python réticulé. Il a probablement 3-4 ans. Il fait dans les 2 mètres. Mais bon, il faut quand même se méfier. Ils ont de bonnes dents. Voilà, il a fini par se calmer. Je vais faire la mise en sac qui peut être un peu délicate.
Voilà, ça s'est bien passé. Il était super calme. Tant mieux, comme ça on le stresse le moins possible. Il est magnifique. Il est très clair pour un python réticulé. Et pour le moment, il est calme. Donc là, je vais le manipuler pendant un petit moment, histoire qu'il se calme, parce qu'il est impossible de faire des photos dans cet état de tension. Il est en train de réaliser une constriction. C'est très puissant. On peut voir les fossettes thermosensibles sur le côté de la bouche. 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté. À ne pas confondre avec les fosses nasales qui sont sur le dessus. Et ces fossettes thermosensibles leur permettent une vision thermique dans la nuit complète, ce qui leur permet de chasser les chauves-souris dans le noir total. J'ai les doigts qui tournent violet avec la pression. Le sang ne passe absolument plus, donc je vais devoir le retirer parce que ça devient problématique. Les serpents ont la langue bifide. Elle est séparée en 2 parties à son extrémité. Ils s'en servent uniquement pour l'odorat et non pas pour le goût. Ils ont un organe supplémentaire, l'organe de Jacobson, qui est situé sous le palais. Et quand ils rentrent la langue, ils vont analyser les molécules qui sont sur la langue pour déterminer d'où vient l'odeur. Cet organe est beaucoup plus performant que le nez d'un chien, par exemple. Je suis vraiment content d'avoir ce spécimen. Il est absolument magnifique. C'est une beauté de la nature. J'utilise pas de gants pour cette prise parce que le serpent n'est pas très dangereux. En cas de morsure, ce serait relativement bénin, même si ce serait douloureux, et qu'on va essayer d'éviter. Voilà. Ça va pas être évident parce que c'est un serpent de grande taille par rapport à la boîte à lumière dont je dispose. Voilà, il s'enroule de nouveau, on va le laisser faire. Donc je vais continuer à le manipuler jusqu'à ce qu'il se calme. Parce que s'il n'est pas calme, on ne peut pas faire de photos. Magnifique. C'est la photo parfaite. Et ben voilà, t'as tout mis par terre. Donc là, je vais essayer de faire les clichés des écailles ventrales. Ce qui est un peu compliqué avec un serpent de cette taille et de cette force surtout. Super, il est très calme maintenant. C'est parfait.
j'ai la photo parfaite. C'est vraiment inattendu. En général, ça bouge beaucoup. Quand les animaux sont calmes, je peux faire des photos bien nettes. Là, on voit bien en détail le motif incroyable de ce spécimen. Mais ce qui est particulier à observer, ce sont les pupilles verticales du python. Elles se contractent lorsque la lumière est vive pour protéger la rétine. On est parti. Je t'emmène chez toi. Allez, vas-y. Content de t'avoir rencontré. Pour rejoindre la côte où m'attend un bateau, je vais d'abord devoir traverser une zone de savane vallonnée. Ici, la déforestation a fait fuir la plupart des animaux, mais il faut garder tous ses sens en éveil, être attentif au moindre bruit. Le toquet. J'ai entendu un gecko toquer. Je vais essayer de l'attraper. Ça glisse, c'est l'enfer. Ça y est, je l'ai. C'est l'horreur. Un joli spécimen de toquet. C'était vraiment très dur. Allez, c'est reparti. Parmi les geckos, le toquet est un des plus dangereux. J'ai pas envie de me faire mordre. Il a déjà mordu le sac. C'est des vrais bulldogs. Ils relâchent jamais prise. Le seul moyen qu'ils lâchent, c'est qu'ils se sentent en sécurité. Ah, il se retourne. J'ai peut-être une chance. Faut que je le mette dans une belle position parce que là il fait le mort, mais moi je fais des photos d'animaux vivants. Ah, c'est pas trop mal. Maintenant il faut que je fasse le ventre. Allez, viens là, pépère. Détends-toi. Il a l'air assez calme maintenant. Et du ventral. Grâce à une photo haute définition, on peut voir sous ses orteils des milliers de poils appelés setae. En changeant l'orientation de ces poils microscopiques, il peut se relâcher ou au contraire rester accroché. Le toquet est un animal très puissant. En théorie, il pourrait résister à une charge de 130 kg. Voilà pourquoi je porte un gant. Ça évite certains désagréments. Je vais essayer une autre technique. On va le remettre sur l'arbre.
Je m'éloigne un peu. Bon, il a vraiment pas envie de lâcher prise. Il est temps de quitter Flores pour aller taquiner un reptile beaucoup plus imposant. Halo, selamat pagi. Direction Rincha, où je pourrais relever mon défi. Capturer un varan géant de Komodo. C'est à Rincha que réside l'une des plus importantes populations de varans de Komodo. Il en reste environ 4000 à l'état sauvage, répartis sur 5 îles. Selamat jalan. Allez, au revoir. Bonne route. Et fais attention, il y a beaucoup de varans ici. Je n'ai pas encore réussi à photographier un varan de Komodo, et j'aimerais bien qu'il rejoigne mon encyclopédie. Quand on est dans un endroit comme celui-ci, le mieux c'est encore de marcher dans le lit de la rivière. C'est un endroit dégagé, et puis on peut avoir la chance de croiser des reptiles qui viennent y boire. Cette île est totalement sauvage. Peu de gens s'aventurent seuls ici. C'est les traces de varan. C'est les premières. Ah là, c'est un petit. Petite trace de patte et la trace de la queue. C'est super. Ils sont là. On le savait déjà, mais c'est rassurant. J'ai repéré un jeune varan. On va essayer de s'approcher. Il a encore les couleurs du juvénile, mais il commence déjà à grandir. À cette taille-là, ils sont encore peureux. Je ne vais pas le stresser ni essayer de le capturer. Les juvéniles sont méfiants, très vifs et très rapides. D'instinct, ils savent qu'il faut déguerpir dès la sortie de l'œuf. Il commence à faire très chaud. Il est allé se mettre à l'ombre pour se thermoréguler. Ils ne sont actifs que tôt le matin et en fin d'après-midi. Un buffle d'eau, il faut faire attention. Ils peuvent être très dangereux.
ils font partie du menu des varans de Komodo. Même si ce sont de très gros animaux, ils en raffolent. Les varans se contentent de mordre les buffles pour les blesser. Ensuite, ils attendent que les plaies s'infectent et que l'animal s'affaiblisse pour s'y attaquer. La journée, c'est pas facile de débusquer des serpents. Mais j'ai une technique qui est pas mal. C'est le mode sport. Ça marche pas à tous les coups, mais on a une bonne chance. On court à fond dans le lit de la rivière, et quand il y en a un, il n'a pas le temps de s'échapper. Ce n'est pas une réussite, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas la prochaine fois. Je pensais trouver une cascade ici. Je m'attendais à trouver beaucoup plus d'eau en fin de saison des pluies. C'est très sec, c'est pas propice pour trouver des animaux. Quand il fait chaud comme ça et qu'on trouve rien, il y a une technique qui est pas mal, c'est de retourner les gros cailloux et les grosses branches. Des fois on trouve quelque chose. Bon bah là, il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. C'est vide. Il faut bien remettre les pierres parce que c'est des abris pour beaucoup d'animaux. Vide aussi. Toujours rien. Un Dotyphlops braminus. On dirait un ver, mais c'est un serpent. Il fait partie des serpents les plus petits de la planète. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont lucifuges. Ils ont peur de la lumière. Donc ils sortent que la nuit, et le jour ils restent sous les pierres ou les grosses branches. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est qu'il a développé une odeur de camouflage qui lui permet de rentrer dans une fourmilière sans se faire attaquer. Et là, il va manger les larves de fourmis. Il fait pareil avec les termites. C'est un bijou de la biodiversité. Allez, séance photo. C'est des serpents très spéciaux. Les mâles servent à rien dans cette espèce et ils sont très rares. Les femelles se reproduisent uniquement par la parthénogénèse. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si elles faisaient des petits clones. Là, je vais changer d'objectif parce qu'il faut que je fasse un gros plan de la bouche. Donc là, c'est très délicat parce que la mise au point se fait uniquement en avançant ou en reculant. On n'a pas de mise au point automatique. Le braminus fait partie des serpents qui creusent le sol. On les appelle les serpents fouisseurs. Ses yeux sont couverts de petites rayures translucides. Ils ne perçoivent pas d'image, mais ils sont très sensibles à la lumière. Je vais aller le libérer. J'en ai terminé avec lui. Il y a une espèce de lézard volant qui vit dans cette forêt. J'aimerais bien l'attraper. Je ne l'ai pas encore à l'encyclopédie. On les trouve que dans les arbres. Ils mangent des fourmis. Et pour s'échapper, ils peuvent planer. C'est pour ça qu'on les appelle lézards volants.
Ils ont une couleur qui leur permet de se confondre complètement avec les arbres. Chez les reptiles, on appelle ça la livrée. Je viens de voir un draco passer derrière le tronc. Je vais tenter de l'attraper. Regardez-moi si c'est pas joli. Des fois on a de la chance. Je vais essayer de lui déployer son fanion. C'est un dispositif de couleur en fait, dont le mâle se sert pour attirer la femelle. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de prises de vue de draco, mais j'avais pas encore fait celui-ci. Toute la difficulté consiste à le mettre dans la même position qu'il a en vol, pour faire une photo qui soit à la fois esthétique et intéressante pour l'identification. Voilà, il est prêt. On voit bien que les ailes sont en fait des côtes reliées entre elles par une membrane. Ces ailes leur permettent de planer d'arbre en arbre, jusqu'à 20 mètres de distance. C'est incroyable pour un si petit animal. Voilà, je vais pouvoir aller le relâcher, il l'a bien mérité. Je quitte l'intérieur de l'île pour rejoindre la côte. J'espère que les varans géants sont bien au rendez-vous. C'est le lézard géant de Komodo. C'est le plus gros lézard de la planète. Ils peuvent atteindre une taille record de 3,05 m pour près de 150 kg. Ils ont l'air calmes, mais il faut s'en méfier. Ils sont vifs et peuvent atteindre la vitesse de 20 km/h en quelques secondes. Les varans de Komodo sont des animaux opportunistes qui peuvent sentir une charogne de très loin. Ici, c'était un poisson mort sur la plage, mais ça peut être une carcasse de mammifère comme un cochon ou un buffle. Ce sont de redoutables prédateurs. Ils ont une mâchoire puissante, des dents acérées, ils n'hésitent pas à s'attaquer à l'homme et leurs morsures font régulièrement des victimes. Ça va être compliqué de l'immobiliser pour la photo ventrale. Pour avoir une chance de réussir, je vais devoir en surprendre un à l'aube lorsqu'il sera encore engourdi. Je vais éviter de passer la nuit près de la plage. Entre les varans et les buffles, je préfère dormir en hauteur.
Allez, on va aller chercher ce varan. Il y a un varan de Komodo juste à côté. Il est encore un peu endormi. Je vais essayer de l'attraper au saut du lit. Ce sera plus facile. Maintenant, il est attaché à l'arbre. Je vais essayer de l'attraper. Maintenant, il est à peu près calmé. Je vais devoir lui attacher la bouche et les pattes. Je vais commencer par les pattes. Ces griffes sont aiguisées comme des lames de rasoir. C'est le moment d'attacher la gueule. C'est un moment délicat, mais bon, il est quand même déjà pas mal saucissonné. Ça devrait bien se passer. Voilà. Là, il est pris. C'est important de le calmer, parce que s'il comprend que je suis pas une menace, c'est beaucoup plus facile de le manipuler. Faut qu'il soit beau pour la photo. Maintenant, il faut que je le retourne pour faire d'abord la photo ventrale. On aura tout le temps de faire les autres photos ensuite. Il va pas aimer. Faut frotter pour qu'on puisse voir toutes les écailles, sinon ça n'a aucun intérêt. Je pense avoir réalisé la première photo ventrale d'un varan de Komodo. Ce cliché servira peut-être un jour de référence pour comparer cette population à une autre. Voilà, j'ai la photo ventrale. Voilà, je libère les pattes arrière d'abord, en espérant qu'il reste calme. Ça y est, c'est dans la boîte. Le varan de Komodo va être dans l'encyclopédie. J'étais là pour ça. Je suis hyper content. C'est top.
Moi qui suis plutôt habitué aux petits spécimens, ici je n'ai pas été déçu. Entre le python à Flores et les varans à Rincha, que des monstres. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les meilleurs clichés. On dit que l'on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Alors j'espère que cet inventaire de reptiles pourra permettre d'éveiller des passions et de rappeler le rôle essentiel qu'ils jouent dans la nature. 16 000 espèces de reptiles et d'amphibiens peuplent notre planète. Ma mission ne fait que commencer.